Bonjour à tous, après ceux qui arrivent, ceux qui viennent d'arriver, voilà, l'image n'est pas super bonne, mais au moins on entend. Ah, on entend plein de sons où c'est pas bon. Là, j'espère que ça se calme. Normalement, ça devrait aller. Si ça fait toujours... bon, on va voir au fur et à mesure, on va affiner. Donc tout le monde n'est pas encore arrivé, je vais juste dire brièvement au fur et à mesure. Donc l'image n'est pas bonne, mais normalement le son est bon, vous devriez bien entendre. Jenny, si tu peux nous confirmer que le son est bon de ton côté. Et puis, donc il y aura une rediffusion avec une vraie image par la suite. Son impeccable, ok. Bon, c'est déjà pas mal. Donc on va commencer. Moi j'ai lancé la semaine fête de la chenille en me disant on verra bien. Au début je voulais faire des ateliers un peu partout en France, mais ça paraissait compliqué. Et je me suis dit avec tout le monde éparpillé et le si peu de personnes qui pratiquent l'hygiène naturelle, je me suis dit qu'on allait faire sur internet. Et puis, que ça réunira un maximum de personnes. Et j'ai voulu que ce soit Karine qui vous parle de l'hygiène naturelle. Elle a écrit un livre, tiens je vais le montrer, hop, celui-là, voilà, que vous verrez sur la caméra, sur la rediffusion plus tard, qui s'appelle donc Conseils et astuces pour élever son enfant sans couche ou presque. Et avec l'envie de partager avec vous ce qu'elle a appris sur l'hygiène naturelle. Et puis après, donc si vous avez des questions, on peut donc ou par chat ou à l'oral. Si vous avez un micro aussi sur votre ordinateur, vous pouvez aussi nous parler. Vous débloquez votre micro et vous pouvez nous parler en direct. Karine, si tu veux commencer, vas-y. Donc voilà, moi je suis Karine, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile il y a 9 ans, presque, 8 ans et demi. En fait, quand mon deuxième enfant était tout petit, il avait 4 mois. Et Ah, il y a quelqu'un qui essaye de nous parler. on n'a pas compris. On n'a pas compris la question, ouais. Si tu peux réessayer. Non, a priori non. Bon. Bon. Ah, il y a quelqu'un. Et on n'entend pas. Non. A priori, ça passe pas. Ce que tu essayes de nous dire, on n'entend pas. Ah, voilà, on te voit en tout cas. Audrey, c'est ça? Du coup, il faudrait peut-être l'écrire. Alors, Audrey, on te voit, mais on t'entend pas. C'est peut-être notre connexion internet qui est trop faible. Si tu veux accéder à la zone chat, tu peux nous écrire un petit message peut-être. Les messages ont l'air de bien passer. Karine, peut-être tu continues. Et donc, voilà, j'en ai entendu parler dans un forum et je me suis dit, ça m'a l'air incroyable, si ça marchait, ça serait quand même intéressant. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire l'expérience. Et puis, quand j'ai senti le moment propice, j'ai emmené mon fils à la salle de bain, je l'ai tenu au-dessus du lavabo, et puis il ne s'est rien passé. Donc, au bout de 10 secondes, 15 secondes, je me dis, bon, en plus, il était lourd, mon petit, même s'il ne disait rien. Alors, du coup, je me suis assise sur le bord de la baignoire, et là, avec la détente, plus d'attente, et il a fait un gros pipi. Alors, je me suis intéressée au sujet, j'ai un peu lu, j'ai un peu fait des recherches, posé des questions sur les forums. Et puis, étant donné que j'avais l'opportunité d'écrire pour grandir autrement, etc., j'ai fait des articles, je commençais vraiment à lire. Et puis, pendant la grossesse de mon troisième enfant, je me suis vraiment là... Ah, attends, Karine. Ouais. A priori, ça marche pas, ils disent. Bon, ok. Alors, non, Jenny, on n'a pas... Voilà, c'est mieux, ok. A priori, tout le monde capte mieux. Ok. Donc, tu as commencé, voilà, il y a 9 ans et demi. Tu as essayé avec ton fils quand tu as senti que c'était le bon moment. Et puis, voilà, vas-y. Et après, voilà, je me suis vraiment intéressée. Bon, après, ça avait globalement plus ou moins bien marché avec mon deuxième. Et puis après, pendant la grossesse de mon troisième enfant, je me suis vraiment intéressée au sujet. Je me suis préparée psychologiquement. J'ai acheté un peu, entre guillemets, du matériel dans le sens des langes pré-pliées, des choses comme ça. Un petit pot. Et puis,
à la naissance de mon petit, je me suis dit, je vais faire 15 jours d'observation, et puis sans prendre la tête, relax, tranquille. Et puis j'ai pas trop bougé, je me suis aussi accordé le temps de pouvoir me reposer, de faire un peu de lining. Et puis donc globalement ça s'est déjà bien passé, ça m'a permis déjà de voir un peu, d'observer, de bien comprendre un peu quels pouvaient être les signaux. Je gardais toujours ma petite bassine à côté de moi, mon tas de linge, comme ça je pouvais le changer autant qu'il faisait. Et puis finalement, au bout de 10 jours, j'ai commencé à capter, à attraper des pépis, des choses comme ça. Et puis j'ai vraiment senti surtout tout ce que ça pouvait apporter dans le lien, puisque ce qui m'intéressait surtout, c'était la relation qui pouvait se tisser par ce moyen-là avec son enfant, sachant que hygiène naturelle infantile, en Angleterre, aux États-Unis, on dit plutôt elimination communication, donc communication auto-élimination. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'intéressait, parce que voilà, je m'intéressais déjà à la communication non violente, à tout ce qui pouvait répondre aux besoins de l'enfant. Et pour moi, c'était une manière de répondre à tous ces besoins, pas que l'alimentation, pas que l'allaitement, pas que le sommeil. Voilà, aussi l'élimination qui n'a rien de vraiment sale, surtout avec un tout petit, surtout avec un bébé. Et j'ai trouvé voilà, cet aspect vraiment bénéfique, en plus la connexion intuitive qu'il peut y avoir, parce que très vite on se dit tiens, il n'y a aucun signal, l'enfant ne signale pas, mais on se dit je pense que mon fils aurait dû faire pipi. Et des choses comme ça quoi, donc c'était tout l'aspect intuitif. Voilà, donc un peu pour repréciser ce que donc comment ça fonctionne, on peut dire, la chenille. Donc c'est répondre aux besoins d'élimination de son enfant, sachant que c'est pas du tout donc l'apprentissage de la propreté. Le but n'est pas que l'enfant soit propre plus tôt, mais c'est plutôt l'accompagner, lui permettre de faire ses besoins ailleurs que sur lui, dans une position physiologique, que l'enfant ne cesse pas de communiquer autour de ça, parce que s'il va voir qu'on ne lui répond pas quand il demande à ce qu'on lui enlève sa couche, etc., très vite il va arrêter de communiquer autour de ça et du coup perdre même sa connexion avec son corps à lui, quoi. Donc lui permettre de garder cette connexion avec lui, et pour ça souvent l'enfant va signaler. Alors ça va être, c'est pour ça que c'est bien d'observer, parce que les signaux vont parfois être propres à chaque bébé, mais souvent ça peut être le fait de se figer, de devenir tout rouge, éventuellement de pleurer, de se tortiller, des fois il y en a qui grattent l'oreille, enfin, c'est un peu divers. Après quand ils sont plus grands, ils vont arrêter de jouer, ou alors demander à se tortiller pour descendre des genoux, ou sortir de l'écharpe, et en fait c'est pour pas lui faire dessus. Quand il marche, ça va être de s'accroupir. Voilà, il y a plein de signaux comme ça qui sont intéressants de connaître. Toujours re-observer, parce que quand les âges changent, il faut ensuite se réadapter en fait, et recomprendre. Donc voilà, pour une présentation assez générale, sachant qu'on peut pratiquer de jour comme de nuit, et que en fait souvent on va se dire ah, la nuit, mon Dieu, mais j'ai envie de dormir, etc. Alors en fait, paradoxalement, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était beaucoup plus simple la nuit, parce que au-delà des premières nuits où peut-être on se réveille, mais en fait pas plus que pour allaiter, enfin, voilà. Et en fait, moi je changeais le linge sans allumer la lumière, je prenais le pot pareil dans le noir, et hop, vite dès que c'était fini, coucher et dormir, quoi. Donc ça allait très bien. Et du coup, en fait, très vite, ce qui se passe, c'est que les hormones sûrement jouent leur rôle, les piqûres vont s'espacer la nuit, et très vite, en fait, les enfants qui ont pratiqué l'hygiène naturelle infantile de nuit vont être continents la nuit généralement très rapidement. Et ça, c'est aussi un bénéfice, parce que les enfants qui mettent des couches, en général, c'est le contraire. Ils vont mettre beaucoup plus de temps à être continents la nuit, parce qu'ils sont totalement déconnectés de ce signal de leur corps que leur corps leur envoie. Et du coup, ils perdent ça, et c'est difficile à réacquérir.
Et puis après, au niveau du contact, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment plus appréciable de tenir un enfant sans qu'il y ait une espèce d'épaisseur autour de lui, dans la façon de le porter, dans la façon d'être en contact, la façon dont je le sentais à l'aise dans son corps aussi. Après, il y a des choses intéressantes à savoir au niveau un peu plus scientifique, c'est qu'il y a eu pas mal d'études. On nous dit toujours, oui, il ne faut pas mettre l'enfant sur le pot avant 9 mois, 1 an, 18 mois, ça dépend des courants de pensée. Et puis donc, ne pas lui faire penser à son petit caca, quoi, on pourrait dire. Et en fait, ça, c'est plutôt quelque chose qui a été développé par Thierry Brazelton, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est Brazelton Company. Et dans les années 70. Et bon, il faut savoir que c'est des études scientifiques qui étaient assez orientées, dans le sens où ce docteur travaillait quand même pour Procter & Gamble, c'est-à-dire en fait pour Pampers. Et puis, en fait, il y a eu beaucoup d'études d'urologie depuis qui montrent, dont les conclusions sont finalement souvent qu'il vaut mieux, alors certainement pas faire un apprentissage comme avant où l'enfant était presque sur le pot toute la journée, mais si c'est de manière consciente, il vaut mieux à la limite le faire le plus tôt possible. C'est souvent ce que disent les urologues, que ça soit en France, en Belgique, n'importe où dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre, je crois. Et voilà, notamment justement, ils parlent des enfants s'ils ont même un problème fonctionnel de la vessie, d'autant plus il faut mieux pouvoir les mettre en position physiologique le plus tôt possible pour qu'ils permettent de rééduquer la vessie. Sachant en plus que un enfant qui porte des couches en permanence jusqu'à l'âge de 2 ans par exemple, il a été prouvé. Alors après, je ne sais pas avec quelle couche, avec quelle marque de couche, parce que maintenant les couches sont peut-être moins serrées qu'avant. Néanmoins, il a été prouvé que la vessie de ces enfants-là avait la taille de la vessie d'un nouveau-né. Qui fait que quand on leur enlève les couches, ils font toujours des micro-pipis. Ça explique aussi parce qu'ils ont une vessie qui est toute petite, quoi. Ah. Donc il n'y a pas plus de Karine, il y en a plusieurs qui ont du mal à entendre. Est-ce que on me demande que tu parles plus fort? Oui, je vais essayer. Alors, il y avait une question d'Élodie. Ouais. La nuit, mon bébé hurle pour téter immédiatement, puis s'endort au sein. Dois-je essayer quand même quelques jours, le temps qu'il comprenne? Donc, après, il faut essayer. Moi, ce que je faisais la nuit, c'est pareil. Mon bébé était... Déjà, il n'aimait pas être verticalisé la nuit, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Donc, en fait, je le mettais vraiment... Alors, on va prendre le bébé, mais je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup, peut-être que vous pourrez revoir plus tard. Oula, il est lourd. Oui. En fait, donc je le mettais comme si justement il était allaité. De toute façon, souvent il était allaité la nuit quand il. Peut-être, attends, on va peut-être faire attention que ça se voit bien sur la caméra, voilà. Et comme ça tu. Donc je le mettais en position allongée, comme quand on berce un enfant, voilà, à peu près à hauteur. Et je mettais le pot entre mes jambes en dessous. J'ai essayé de l'acter parce que c'est un garçon, donc il faut quand même faire gaffe. Que ça ne parte pas n'importe où. Et donc pour lui permettre finalement d'éliminer en position allongée. Alors, comme ça, en même temps, ils peuvent téter en même temps. Ils peuvent se le relâcher avant de s'endormir. Donc, souvent, éliminer avant de s'endormir. Et puis, voilà. Sachant qu'il ne faut absolument pas un pot en métal. Parce que sinon, oulala, la nuit, s'il a les fesses contre du froid, le bébé va pas du tout apprécier. Ouais. Au début, j'avais un pot en aluminium, mais non, c'était pas possible. Voilà. Ma fille, alors il y a quelqu'un qui nous dit depuis Paris, ma fille a 6 mois, on fait la chenille partielle et couche lavable, ça fonctionne assez bien, mais à 10 mois, elle ira à la crèche. J'ai très peur qu'elle perde l'habitude et les bénéfices. Oui, je comprends cette inquiétude. Qu'est-ce qu'on peut faire à la limite dans ces cas-là? Il y a 2 solutions. Dans le meilleur des cas, j'ai eu quand même 1 ou 2 témoignages qu'à la crèche, ils acceptaient de faire à peu près la chenille dans la mesure du possible. Ça, c'est le meilleur cas. Plus on en parlera, plus ça sera pratique courante et plus ce sera possible. Bon, dans la plupart des cas, c'est quand même pas possible. Surtout en crèche, c'est pas une collectivité, il y a quand même des contraintes.
Donc ce qui se fait le plus souvent en fait, c'est que c'est comme pour l'allaitement en fait, le bébé est allaité à la maison et pas à la crèche. Et on pratique la chenille à la maison, mais pas à la crèche. Et l'enfant s'adapte, il fait la différence à la maison. C'est pas pareil, à la maison, j'ai ma figure d'attachement, je peux... voilà, j'ai toutes les conditions où je sais qu'on écoute mes besoins, mais à la crèche, c'est différent. Voilà, après, il y en a qui... On peut aussi, si l'enfant perd vraiment le contact avec son corps, arrêter un moment, puis ça peut peut-être revenir plus tard, quand l'enfant marche. Faut voir, faut vraiment adapter. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. L'important, c'est vraiment la relation avec l'enfant. Et puis, de toute façon, c'est jamais perdu le bénéfice parce que l'enfant, il aura eu ce moment privilégié là, il aura grandi aussi avec ce schéma corporel parce qu'il y a une psychologue russe, par exemple, qui explique très bien. En fait, l'importance de ne pas avoir de couche pour son schéma, pour intégrer son schéma corporel. Alors elle dit, si on ne pratique pas la chenille, au moins mettre son bébé pendant 2-3 heures par jour fesses nues. Parce que déjà il va pouvoir éventuellement se toucher, mais de manière naturelle et pas compulsive, ce qui peut arriver après justement quand les enfants ont tout le temps leur couche et qu'en plus on les empêche de toucher les parties génitales quand on change de couche. Après, ça risque, il peut y avoir des troubles et le fait de se masturber de manière compulsive parce que besoin de se réapproprier cette partie de son corps. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que des fois, on peut être complètement coupé justement et pas avoir l'impression d'avoir des parties génitales. Et tout d'un coup, c'est à 2 ans ou à 3 ans ou même plus tard qu'il faut se réapproprier cette partie de son corps. Et ce qu'elle explique aussi qui est intéressant, c'est que elle dit regardez un bébé qui n'a pas de couche, en tout cas au moins une partie de la journée, vers 4 mois, très souvent, les premières fois il va se retourner, systématiquement il va faire pipi. Et de nombreux parents ont pu le remarquer, moi aussi. Et en fait, elle explique que c'est justement pour intégrer, parce que c'est tellement différent pour un bébé de se mettre sur le ventre, en plus tout seul et tout, avec ses muscles et tout. Il a besoin de tester comment ça se passe, sentir sa vessie, la pression sur sa vessie. Il y a plein de choses, plein de mécanismes qui sont en jeu et qui sont constructifs pour le développement de l'enfant et qui sont précieux à ce moment-là. Ok, bon tu nous diras Antici si ça répondait bien à ta question par rapport à la crèche. Pour information, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit oui effectivement dans les crèches en Allemagne ils acceptent. On ne le savait pas, voilà. Et puis Elodie par rapport à la nuit qui essaiera avec un pot plus grand, elle nous dit. Bon, il faut prévoir large. Effectivement, ça peut être pas mal s'ils pratiquent en Allemagne, de voir s'il y a des revues de presse ou de collecter des témoignages pour montrer aux crèches en France. Et puis peut-être qu'un jour, il y en aura une qui aura le déclic, puis 2, puis 3, et puis ça fera mouche. Alors après, il y a une question de Raya qui nous dit « J'ai un petit garçon de 3 semaines, mais il fait pipi tout le temps. Et c'est très difficile de voir quand il a envie de faire pipi ou caca. Comment s'y prendre? La nuit aussi, ce n'est pas simple dans le lit. Comment faites-vous concrètement ?» Alors bon, la nuit, tu as peut-être répondu, mais tu as peut-être d'autres astuces à donner, je sais pas. Donc 3 semaines, moi je pense que déjà, il ne faut pas se mettre la pression. Il est tout petit, effectivement. Peut-être que la vessie va grandir en plus. Moi, ce que je trouvais mieux, justement, c'était de mettre des langes. Soit des langes normaux, soit des langes prépliées. Peut-être qu'on montrera tout à l'heure. Et de changer comme ça à chaque fois. Alors bon, ça fait peut-être un peu de linge au début, mais bon, des langes en même temps, c'est vite lavé. Et du coup, ça permet aussi que la vessie puisse agrandir. L'enfant, il a conscience qu'il élimine. Donc, il se connecte petit à petit avec ce sentiment-là. Tiens, il se passe quelque chose à ce moment-là. Il observe lui-même ce qui se passe dans son corps. Et puis, petit à petit, il va comprendre. Et puis, les sphincters, il va y avoir le système. Parce qu'en fait, les apprentissages naturels des sphincters, c'est d'apprendre à se relâcher. Et tandis que les enfants qui ont pas de couches, qui ont des couches, après, quelque part, on leur demande d'apprendre à se retenir. Et de faire pipi à des moments clés ou en tout cas, voilà. Et alors que, en fait, ce qui se passe pour un enfant qui pratique l'hygiène naturelle, normalement, si tout va bien,
il va plutôt apprendre à se relâcher. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas mettre d'attente, de pression, il faut être détendu soi-même en tant que parent. Moi je sais que souvent je respirais, voilà, c'était mon petit moment de relaxation et du coup ça se passait très bien. Mon enfant en général il est éliminé. S'il n'a pas envie, de toute façon le bébé le manifeste. Aïe. Alors nous on a un message sur notre écran qui dit que peut-être ça marche plus. Juste... toujours haché. Ok. Ah, faut que ça revoie. Là ok. Ah là c'est bon, vous nous entendez bien, a priori c'est revenu. On capte pas bien là où on est avec internet et du coup il est possible que voilà, ça pose des problèmes. Ok, ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Alors bon, donc que je perde pas trop le fil. Donc voilà, je pense que petit à petit, en plus si on les porte assez vite, ils vont avoir cet instinct de ne pas faire dans leur nid quoi quelque part. Et donc de ne pas faire sur la personne qui les porte. Et donc ça va quelque part leur éduquer la vessie et petit à petit il fera pipi quand même moins souvent. Et ensuite, qu'est-ce que c'est la question? Et puis par contre, normalement pour les cacas ça devrait rapidement être beaucoup plus clair, beaucoup plus net. Après voir s'il y a un rythme. Voir justement, moi, il y a quelque chose qui m'avait bien aidé pour voir les signes que mon bébé faisait, c'est que je me suis observée moi-même comment je faisais aux toilettes. Alors nous c'est vrai qu'on est grand donc on n'est pas très caricatural, mais en fait si on réfléchit un peu à notre comportement corporel quand on va à la selle par exemple, voilà, on voit très bien qu'on contracte les abdos, qu'on se plie un peu en avant, voilà, on a des postures en fait que nous on a minimisées, mais chez les bébés il suffit juste qu'on sache ce qu'on veut chercher, donc ce qui est pareil que nous, parce que c'est des petits dômes. Et en fait, on les retrouve assez facilement chez les enfants, quoi. Donc, moi, ça m'a aidé en tout cas. Ouais. Moi, par exemple, mon fils, il faisait tous les matins au réveil en général. Et puis je sentais vraiment que le fait d'être dans mes bras pour déféquer, c'était un plus, que sinon il aurait peut-être été un peu constipé. Et que ça le rassurait, du coup il pouvait faire sereinement. Et voilà. Et pour la nuit concrètement, alors en fait moi ce que je faisais, donc j'avais sur le bord de mon lit une bassine, je savais très bien où elle était. Donc donc ce que je faisais, alors, parce que c'est vrai que si on a une fille, on peut très bien ne juste poser une alaise en dessous, puisque le pipi va couler par en dessous, et changer la laise. Bon, moi j'avais un garçon, donc je mettais un système où le linge avec une ceinture. Donc là, voilà. J'ai équipé un par bébé, exemple, mais on le verra plutôt sur la caméra, pas sur la webcam, mais bon. Bon, peut-être que du coup vous pouvez aussi comprendre. Alors donc, il avait une ceinture autour de la taille, et puis donc, soit un linge, soit quelque chose avec une protection. Mais la nuit, je préférais pas mettre de protection pour sentir que c'était mouillé. Et il suffisait que je tire dessus, comme ça, hop. Je le laissais tomber dans ma bassine. À côté de la bassine, j'avais un nouveau linge. Je le mettais comme ça dans le noir. Ça pouvait rester en position. Mon bébé restait en position allongée, si c'était déjà fait de toute façon. Et voilà, comme ça, il n'était pas dérangé et moi non plus. Et paf, je me rendormais rapidement. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était plus bas. J'attends de... Ouais. Alors on a des soucis là aussi. Après bon, en attendant, je peux dire qu'il faut savoir qu'il y a des phases où ça va être plus difficile. Tout d'un coup, on se dit oh on est bien rodé et tout, la communication se passe bien. Et puis tout d'un coup, plus rien. Alors souvent, ça correspond soit à des périodes où justement, comme on dit, les périodes crampons, où tout d'un coup l'enfant va être tout le temps collé à nous, en train de vouloir téter, etc. Ou soit des périodes justement où ils vont faire des grands apprentissages, donc avant la marche, avant le fait de jouer, avant le fait de s'asseoir. Attends, ils n'entendent plus du tout. Ouais, une rediffusion, oui, ce sera indispensable. Bon, on va essayer quand même d'avoir... oui, par écrit, non, quand même pas. Mais il y aura la conférence, elle sera rediffusée. On est en train de se filmer avec une caméra en même temps, vu que la webcam marche pas bien et tout ça. Donc voilà, on va juste quand même essayer de questions, je vais essayer de remonter. Voilà, ce qui peut être intéressant déjà. Là, j'ai vu vaguement passer là que il y avait
Un témoignage comme quoi il y a un petit qui faisait plus caca la nuit et par contre un gros caca le matin par exemple, bah, c'est tout à fait normal en fait. À une limite, normalement ça doit être rare qu'un bébé, même qu'un être humain, fasse caca la nuit. On est quand même réglé pour éliminer le matin ou la journée si ça s'est pas fait le matin. Ou en tout cas plusieurs fois la journée, mais normalement pas la nuit. Et puis bon bah oui, effectivement un bébé fait pipi la nuit au début, mais avec le temps ça doit se régler. Moi j'avais vu une autre question, voilà, j'en ai parlé, c'est Marianne qui dit j'en ai parlé au pédiatre qui m'a dit de faire attention car le bébé peut avoir des dérèglements au niveau de ses sphincters. Qu'en pensez-vous? Alors mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, si le bébé se sent quelque part son parent référent n'est pas content quand il fait pipi sur lui et puis met un peu la pression pour qu'il fasse pipi sur le lavabo ou sur les toilettes, et bah effectivement il peut tout à coup vouloir se retenir et ça c'est pas du tout bon pour les sphincters. Mais si au contraire il élimine de manière physiologique en relâchant ses sphincters, il n'y a aucun problème. Et là les études le montrent, dans le livre j'en parle, il faudrait que éventuellement, je sais pas si j'aurai le temps de rechercher. Normalement il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que en général, il vaut mieux pas non plus en parler à son pédiatre avant un certain âge. Ils sont habitués, ouais, à voir surtout le discours de Brazelton, donc ouais, finalement c'est ça. Bah eux, c'est ce qu'ils ont appris dans leur école, dans leur formation, donc c'est normal. C'est pareil, en crèche, c'est un peu difficile des fois d'en parler parce que à la formation des assistantes maternelles et des personnes de crèche, et ben, on leur dit que c'est un retour en arrière, qu'avant les enfants étaient traumatisés. Effectivement, les enfants ils étaient traumatisés parce qu'on les collait sur le pot toute la journée. Donc c'était hyper coercitif, puis il y a plein de gens qui sont maintenant constipés chroniques à cause de ça. J'ai un début de la question, mais je trouve que ça marche bien pour les selles, c'est Christelle, ouais. Mais on n'a pas la suite. Ouais. En revanche, beaucoup de ratés. C'est toujours plus facile pour les selles, ça c'est une évidence. Déjà les signaux sont beaucoup plus clairs. Et pour les pipis, bah, ça peut être beaucoup plus subtil. De toute façon, l'enfant n'a pas forcément. Il est peut-être en train de penser à autre chose, donc s'il n'a pas la conscience, bah, c'est difficile pour lui de faire les signaux qui vont avec. Voilà. Et puis bon, il y a aussi. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des bébés qui ont une fréquence par rapport à la miction, quoi, par rapport au fait d'uriner, voilà, qui font plus souvent. Donc après, ça va être plus, faudra être plus attentif. Moi, j'ai eu mon troisième enfant très vite, à partir de peut-être 9 mois, je sais pas. Et après, il faisait 5 fois pipi par jour, donc ça facilitait quand même la tâche par rapport à des amis dont le petit du même âge faisait une dizaine, voire une quinzaine de fois, quoi. Voilà, il y a Christelle qui rajoute, il faut dire aussi qu'il y a moins de sel que d'urine. Oui, c'est ça. Clairement. Bon. Ah, a priori, on est à nouveau coupé. Je vais essayer de, si vous m'entendez encore, je vais essayer de nous connecter avec un autre internet, peut-être. Essayer de trouver ça et on se reconnecte après pour voir si ça marche. Alors, il y a le témoignage, j'aimerais bien que ça monte. Voilà, bonjour. J'ai Audrey qui dit bonjour, voici mon expérience. Un chenille avec ma fille depuis 10 mois. Le premier mois avec des couches lavables ou langes. À partir d'un mois, j'ai enlevé les couches et j'ai mis des protections fabriquées maison sous ses fesses. C'était génial, nous étions plus attentifs à notre fille, elle montrait davantage. Bref, nous chopions un grand nombre de pipi et caca. Nous sommes revenus à des couches spéciales à chenille, des Ecapens, lorsqu'elle a commencé à se déplacer. Maintenant, nous sommes en mode pas de prise de tête, on chope quand on y arrive, elle fait moins de signes car très absorbée par ses jeux, mais quand on y arrive, ça reste un grand moment d'écoute et de partage. La nounou expérimente de temps en temps. Voilà mon expérience. Ouais, c'est chouette. Et c'est chouette que la nounou s'y mette. Ouais. Et puis c'est vrai que, bah oui, quand ils ont l'âge 9-10 mois, etc., c'est moins important à limite. Et puis oui, voilà, c'est bien de ne pas se prendre la tête, effectivement. Et de toute façon, après, une fois qu'ils marchent, en général, on passe un cap et puis ça se passe tout seul. Ouais. Mais vers 9-10 mois, parfois, il y a entre 8 et 10 mois, il y a une période un peu difficile souvent. Ouais. Ah, Pénélope de 7.
Alors, avec mon fils, on fait la chenille depuis ses 3 mois et on a eu des hauts et des bas. Mais maintenant, il ne veut pas s'asseoir sur le pot, ni les toilettes, ni que je le tienne sur le lavabo. J'ai remis la couche et c'est désolant pour moi de ne pas comprendre ce qui lui arrive puisqu'il continue à signaler ses envies. Il tape sur le pot, par exemple. Alors, ce qui se passe souvent, il y a des enfants qui font... Ah, mais là, alors, c'était depuis ses 3 mois. Ouais. Souvent, l'enfant peut faire une grève de la chenille, donc c'est-à-dire il refuse qu'on le mette sur le pot, etc. Alors, soit c'est parce que c'est peut-être pour s'affirmer, mais voilà, en fait, des fois l'enfant s'affirme, mais du coup au détriment de ses propres besoins quelque part. Ou soit ça peut être souvent, surtout que c'est un fils, que tout d'un coup les petits ne veulent plus faire dans la même position. Et souvent ils veulent faire debout. Alors c'est un peu délicat parce qu'il faut trouver un moyen que ça soit possible. Alors je sais qu'il y avait des parents qui mettaient soit des serpillères par terre pour que l'enfant puisse faire à cet endroit-là, ou soit une espèce de bac comme les chats, mais bon. J'ai une copine qui utilise, je vais le mettre là pour qu'on voit la hauteur. Il y a des sortes de pots de yaourt, alors je sais pas lesquels, mais qui sont hauts comme ça, assez évasés, assez en cône, et qui sont, paraît-il, très pratiques en boutique bio. Alors peut-être un truc genre Sojade ou quelque chose comme ça. Enfin, regardez, mais il y a des pots qui, a priori, marchent bien. Qui permet de faire une urinoir, quoi. Ok. Ouais. Alors, il y a Christelle aussi qui dit « La chenille a plein d'avantages, mais le gros inconvénient, c'est une quantité énorme de linge à laver, ajouté à celui des grandes sœurs. » Ah, Pénélope dit « Voilà, il a 15 mois. Ouais. Il a 15 mois. » Ouais, ben... Ça correspond. Hein. Ouais, c'est sûrement qu'il a besoin de faire debout, accroupi, enfin, en tout cas, pas... En plus, tout seul, quoi. Et il y a des enfants qui veulent faire tout seul, et donc, pas être accompagnés, etc. Bon, bah comme on voit, je vais quand même montrer un peu les choses. Ah oui, donc, maintenant qu'on a l'image. Et voilà l'élastique, donc hop. Alors on voit, mais en saccadé. Comme c'est un poupon, ouais. Je le fais mal, c'est pas grave. Attends, je vais orienter un petit peu. Alors donc, la position pour faire sur le pot la nuit, donc ça peut être comme ça, avec le pot en dessous. Et puis après, il faut savoir viser, surtout si c'est un garçon. Donc l'élastique. Voilà, c'est bon. Donc, on le met par la taille. Hop. Donc après, là, il y a par exemple un type de protection qui est déjà donc qu'on peut mettre comme ça, tenu par élastique, avec une protection imperméable. Ça peut être une solution. Ça peut être bien d'ailleurs pour la voiture, parce que c'est un peu délicat de répondre à un besoin d'uriner en voiture, quoi. En général, on ne peut pas, donc il vaut mieux avoir quand même une protection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, à la place d'une protection imperméable, on peut rajouter ça par-dessus le linge. C'est en laine, donc c'est imperméable. Voilà, ou des choses comme ça, qui peuvent se mettre aussi avec l'élastique. Ça, donc c'est les capences. Donc, il y a plusieurs systèmes, mais avec pression, c'est mieux. Alors, attends, est-ce que je vais me rappeler? Oui. Donc, je ne sais pas si on voit. Voilà, donc ça fait comme le système avec l'élastique, on fixe autour de la taille. Et hop, ça devient une couche normale. Ou une culotte, on va dire. Un arrêt sur image, ouais, voilà. Et hop, il n'y a plus qu'à enlever les pressions. Et voilà, ça permet de pouvoir être sur le pot. Et puis après, de rabattre aussitôt. Et puis il y a les fameux pantalons chinois. Alors, les fameux pantalons chinois qui ont un trou au milieu. Donc, ce qui est génial, c'est que quand ils marchent, et comme ils vont avoir le réflexe de s'accroupir, paf, ça permettra que ça ne soit pas taché. Et sinon, quand ils sont plus petits, comme c'est en polaire, là, ça permet d'être imperméable. Et sinon, on peut aussi coupler avec une écapance ou un autre système si on ne veut pas qu'il y ait des chutes. Et ça, c'est un exemple de petit pot auquel on a mis une protection en tissu pour éviter que le bébé ne soit pas content parce que c'est froid. Ouais, ça c'est important la nuit. Hein. Ouais. Même la journée, des fois. Oui, aussi, ouais. Et voilà, donc là, c'est un linge préplié. Hop.
Hop. Donc en général on le plie en 3. Alors est-ce qu'on va voir quelque chose là? Non. Une fois qu'il est plié en 3, on l'ouvre d'un côté, je ne sais pas si on va voir. Attends, je vais essayer d'orienter. Ouais, attends. Tac. Donc on l'ouvre d'un côté. Enfin moi je fais, ouais, voilà, je fais des... Puis là derrière, pour s'il y a un caca, moi je fais comme ça. Après je crois qu'on peut l'ouvrir un peu devant, mais je trouvais pas ça utile. Voilà. Alors ça c'est un autre système justement où ça reste accroché à la taille. Et hop, comme ça. Puis on peut mettre un tissu dedans si on veut que ça absorbe aussi. Et en dernier, j'ai mis la dernière chose, c'était où? Non mais j'ai un nom. Bon en tout cas, il y avait, voilà, on peut mettre surtout des alaises quand le bébé et ça peut être n'importe quel bout de tissu, mais là c'est bien parce qu'il y a un côté imperméable. Quand le bébé est, par exemple, on le laisse allonger, ou après quand il est assis, qu'il joue, ça peut être une alaise. Ouais, allez, c'est dessous. Après, j'ai mis sur le site Ecopitchoun, j'ai mis pas mal de petites vidéos en fonction des différents systèmes. On a fait un guide HMI des vêtements HMI. Donc vous pouvez retourner voir ça plus en détail sans hachure. Si vous avez des questions, c'est voilà, autant en profiter que Karine est avec nous. Ouais, peau de mouton aussi, ouais. Ouais. Pour la nuit, pour la journée, ça peut être utile. Après, par rapport justement, pour revenir à l'histoire des sphincters, souvent on remarque aussi que les bébés qui ont pratiqué la chenille, des fois ils vont commencer à faire pipi et puis hop, ils s'aperçoivent qu'ils font pipi, ah bah, ils s'arrêtent quoi. Ils s'arrêtent, c'est qu'ils sont capables quelque part de contrôler un minimum, bon, il ne faut pas leur en demander trop, mais parce qu'ils ont cette connexion et que c'est pas forcé, c'est eux qui gèrent et c'est faisable. Et pareil, moi ça m'arrivait des fois de dire à mon petit, bah là on va sortir, parce que tu n'aurais pas envie, ou je veux dire ça serait mieux quand même de faire avant de partir. Et puis bon, j'attendais rien, c'était juste une proposition, et puis bah, une fois sur deux, ou voilà, je ne sais pas quelle fréquence, bah, ils faisaient pipi quand même, et à mon avis, ils contrôlaient quoi, c'était... En tout cas, ou du moins, ils relâchaient ses sphincters à ce moment-là, et ça marchait. Quand les enfants marchent, une question d'Audrey, quand les enfants marchent à quatre pattes, le pantalon ne marche pas. Il n'y a pas vraiment de solution? Et bah, c'est pour ça que le mieux, après, ça va être soit justement des culottes d'apprentissage, des jambières aussi, des décapantes, des choses comme ça. Après, ça dépend, il peut y avoir des accidents aussi, c'est pas... Bon, après, c'est vrai que quand il marche à quatre pattes, il marche dedans, bon... il faut voir en fonction de ses limites, en fonction de si on a de la moquette, de tous les paramètres, quoi. Si on est dehors, bah, c'est pas très grave, par exemple. Mais... c'est vrai, ouais. Aussi au niveau des sphincters, le truc c'est que se muscle au fur et à mesure. Donc effectivement c'est dur quand Brazelton il a décidé que ce serait 18 mois, enfin quand ils savent monter les marches d'escalier et tout, c'est dur après de se dire oui mais le mien il est continent ou il n'est pas continent, on attend un peu que ça vienne du jour au lendemain, genre on décide mon enfant, bah, c'est bientôt l'été qui arrive, il y a la crèche à la rentrée ou l'école voilà, à la rentrée, et du coup on se met un peu de stress, on se dit cet été il faut qu'il soit propre. Et donc on essaye de basculer, et en fait en hygiène naturelle c'est plus progressif parce que les sphincters se musclent au fil du temps. Et du coup, c'est pour ça que les bébés au début en hygiène naturelle, on galère un peu. Donc courage pour ceux qui ont des tout petits, parce qu'il y a plein de pipi tout le temps et tout. Mais en fait, très rapidement, justement, parce qu'on reste sur cette écoute, sur cette connexion, et ben eux continuent de progresser au niveau de leur corps et d'avancer. Et puis petit à petit, au fil du temps, voilà, les pipis s'espacent et ça devient de plus en plus facile. De toute façon, sinon ça arrive au moment où on enlève les couches, donc il y aura là plein de pipi tout le temps, donc autant que ça soit quand on n'est plus disponible parce qu'on est avec un tout petit, qu'on a un regard émerveillé sur lui, etc. On a Pénélope qui nous écrit un message, qui est en train d'essayer en direct. Donc j'ai essayé de faire pipi à mon fils debout.
donc il a 15 mois, hein, mais il a donné des coups de pied. Il court et après il se met en position accroupie pour faire pipi ailleurs que l'endroit approprié. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, c'est aussi. Enfin, il exprime un besoin d'affirmation, un besoin de dire je marque mon territoire, c'est là où j'ai décidé, quoi. Et c'est pas évident, je pense qu'il faut à chaque fois lui dire moi ça me dérange que il y a des endroits pour faire pipi, des endroits où c'est pas approprié, c'est dérangeant, donc le dire, et puis jusqu'à ce que l'enfant n'ait plus besoin de s'affirmer, quoi. Ou que lui décide, mais avec toi aussi, l'endroit où ce serait possible qu'il fasse pipi. Voilà. Parce que je me dis, 15 mois, il est peut-être pas très loin d'être autonome, peut-être pas physiquement pour baisser, monter son pantalon et tout, mais en tout cas pour contrôler ses sphincters suffisamment pour être ce qu'on appelle continent. Du coup, peut-être qu'il a peut-être envie de décider d'un endroit où lui, il peut faire et d'y aller quand lui, il a envie sans que tu t'en occupes. Ça peut être une idée aussi. Ouais. Voir si ça peut pas être discuté, choisir ensemble l'endroit. Ouais. Il y a Christelle qui dit, peut-on quand même des couches car sinon je dois changer de vêtements. Est-ce qu'on peut quand même mettre des couches quand on pratique l'hygiène naturelle sinon je dois changer de vêtements au moins 10 fois par jour à cause de tous les ratés. On peut, c'est une solution. C'est sûr que l'enfant sera moins connecté. Et encore, on peut mettre aussi des couches en protection, donc dans ce cas-là, les changer à chaque fois. Bon, après, ça fait autant de lessive, par contre. Mais on peut mettre des couches, et puis par contre, de dire, tiens, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, on ne met pas de couche. Et l'enfant a quand même cette connexion à son corps. Ma fille a 4 ans, alors c'est Lauriane. Ma fille a 4 ans et fait encore pipi à la sieste. Et systématiquement pipi la nuit aussi, où elle me réclame de lui mettre une couche la nuit. Sans doute pour se rassurer, des conseils. À l'école, on ne me l'accepte plus l'après-midi non plus. Après, justement, donc un enfant qui a perdu ce contact, c'est plus difficile souvent. Il y a de plus en plus de cas d'énurésie nocturne. Et j'ai connu ça justement pour mon deuxième enfant avec qui j'avais pas du tout pratiqué la chenille la nuit, ou quasiment pas. Et bon, après, on m'a dit qu'il avait peut-être un problème de vessie, etc., physiologique. N'empêche qu'il a fait pipi très longtemps la nuit. Alors après, il faut savoir que les enfants, quand ils dorment, ils éliminent pendant des micro-réveils. Mais, et très souvent, juste avant de se réveiller, par exemple, pour la sieste. Mais encore faut-il pouvoir attraper le bon moment. C'est pas facile quand les enfants sont grands. Et en plus, si à l'école, on ne l'accepte pas parce qu'elle fait pipi, ça ne lui donnera pas, à mon avis, motivation d'arrêter de faire pipi. Parce qu'au moins, elle peut rester avec sa maman, sans doute. Oui, il y a ça aussi, ouais. C'est, à mon avis, une difficulté de plus. Il y a aussi, moi j'avais constaté dans les témoignages de parents, des enfants qui, en fait, suite à un changement alimentaire, qui même parfois étaient continents avant, un changement alimentaire ou un changement important dans son quotidien. Donc ça peut être l'alimentaire ou le mode de garde, ou un déménagement, ou une naissance, ou quelque chose comme ça, se remettait à faire pipi au lit, quoi. Oui. Et du coup, quand cette période, on le sent en tant que parent, quand il y a eu un chamboulement, on est au courant, d'autant plus quand on pratique l'hygiène naturelle, parce que là, on est connecté direct à ce que ressent l'enfant, souvent, on le voit bien. Du coup, laisser ce moment passer et en fait, après, pour une fois cette période transitoire qui est passée, accompagner à nouveau son enfant pour à nouveau se détacher des couches, quoi. Puis mettre des mots là-dessus. Ouais. C'est le plus important. Mais bon, je pense que de toute façon, dans le cas d'énurésie nocturne, c'est pareil, il faut lâcher prise, pas mettre de pression, parce que ça peut pas régler les choses. Surtout que énurésie, là, sa fille a 4 ans. Énurésie, c'est pas à 6 ou 7 ans? Oui, tu as des infos plus précises là-dessus? Non, il n'y a pas d'âge en fait. Je crois qu'ils ne mettent jamais les âges. Bon, ils parlent peut-être à partir de 3-4 ans, effectivement. Parce que moi j'avais lu qu'énurésie c'était vraiment à partir de, je crois que c'est 8 ans, quoi. 6 ou 8 ans. Ah ouais. Donc. C'est-à-dire que de toute façon, plus ça va, plus ils ont tendance à augmenter l'âge. Et maintenant ils vont commencer à dire qu'à partir de 6 ans c'est un problème, alors qu'avant, c'était avant.
Et effectivement, voilà, quand, il y a quand il y a du changement dans le quotidien, c'est un grand classique. Donc voilà, laissez le temps passer. Hein. Ouais. Surtout le déménagement, c'est quand même l'urine, c'est lié au territoire, donc ouais, il faut justement peut-être l'accompagner en mettant des mots par rapport à la situation qui a changé, par rapport au fait qu'à 4 ans, peut-être lui dire mais peut-être tu aurais eu envie que ça reste comme avant, et des choses comme ça. Surtout que du coup dans l'esprit de l'enfant, grandir ça veut dire des choses négatives quoi, donc envie de revenir à bébé, et ça peut être le fait de refaire pipi quoi. Alors il y a Muriel qui nous écrit. Bonjour Muriel. Bonjour. Ouais, si vous avez quelques petites questions encore à poser, et puis après on va arrêter parce que la salle se fermera. Et pour ceux qui sont arrivés en cours de route, on est en train de filmer la conférence en même temps. Du coup, on fera un petit montage et on pourra la mettre après sur Internet. Voilà. Alors, Muriel qui dit « Ma fille a bientôt 6 mois, je n'arrive pas encore à trouver les signes. » Après, il faut se faire confiance à son enfant. On peut aussi lui dire, voilà, ce que j'aimerais, c'est pouvoir te permettre de faire pipi dans les meilleures conditions, de manière physiologique. Et donc, voilà, mettre des mots. Et puis, surtout, à chaque fois que l'enfant a fait pipi ou caca, lui dire « Ah, tu as fait pipi, ah, tu as fait caca », pour verbaliser, que l'enfant sache qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il a eu la sensation corporelle. Et si on lui met les mots avec, ça va lui permettre de faire. Et puis, ce qui peut aider, on n'en a pas parlé, c'est de la communication avec les signes. Donc, faire les signes, par exemple, pour pipi, c'est de passer ça. Donc, je vais faire un peu plus haut. Voilà. Et puis, caca, c'est plutôt ça, mais après, on peut adapter. Puis, on peut choisir un seul signe pour les deux, etc. Donc, ça permet des fois à des enfants vraiment tout petits de faire le signe. Des fois, j'ai déjà entendu vers 3 ou 4 mois. Après, ça peut être plus âgé, peu importe, de toute façon. Et ça aide. A priori, il y a Muriel qui dit... voilà. Pour l'énurésie, il y a des infos dans le livre « Prenez en main votre santé », le tome 2 de Michel Dogna, naturopathe. Vous trouverez peut-être des infos. Ouais, donc il y a Marianne qui dit que sa fille faisait le signe de pipi vers 15 mois. Ouais, c'est quelque chose qui aide. Et puis... En général, un bébé quand même à 6 mois, ça peut arriver, mais il va plutôt commencer à signer vers 8 mois. Après, les signes que tu attends de ton enfant, c'est peut-être pas ceux qu'elle fait vraiment. C'est-à-dire que au début, un bébé, il va grogner, ou il va s'arrêter dans son jeu, il va taper sur ses fesses ou sur son sexe. Oui, c'est une petite fille, ouais. Enfin bref, il y a plein de choses qu'elle va faire pour communiquer et qui ne sont pas forcément la façon d'un adulte de communiquer. Et du coup, oui, tu peux lui proposer les signes et elle peut les adopter si elle a envie, mais essaye de voir les autres signes qu'elle peut faire. Vraiment ces signes corporels. C'est une gêne au niveau du corps, donc à un moment donné, l'enfant il a besoin de résoudre cette gêne. Et pendant ce laps de temps, il fait plein de signes. Donc, c'est assez subtil, mais en observant bien, tu devrais... Surtout si... En plus, il fait beau. Enfin, je ne sais pas où tu habites, mais peut-être il commence à faire beau. Et du coup... en tout cas le bas tout nu, et comme ça tu l'observes un petit peu, pas très longtemps, mais tu l'observes un peu, je sais pas, 2-3 jours, quand tu peux, quand tu as le temps, et tu regardes un peu quel signe elle fait, et tu verras, parce que tu verras le pipi couler, donc tu sauras quel signe elle a montré avant de faire pipi, quoi. Et puis, on n'a pas montré les positions. Oui, c'est super important, les positions. En fait, la position la plus physiologique, c'est quand même donc de mettre déjà son bébé contre soi, donc ce qui permet, s'il ne tient pas sa tête, qu'il n'y ait aucun souci. Et on va le tenir sous les cuisses, en position de grenouille un peu. Donc c'est-à-dire les genoux plus haut que les fesses. Et normalement, ses jambes ne sont pas droites, mais là c'est un peu... Ouais.
Et donc voilà, des fois ils vont avoir les genoux totalement repliés contre, mais c'est pas grave, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et ce qui va aussi leur permettre, comme quand nous on est accroupis, que ça presse un peu, donc ça permet un meilleur relâchement. Et ça permet que la vessie se vide, parce que ça, il y a des études sur les adultes, etc., quand on fait de manière physiologique accroupie, la vessie se vide normalement complètement dans cette position, ce qui aussi permet la croissance plus harmonieuse de la vessie. Et voilà. Et si un enfant n'a pas envie, de toute façon, il va se cambrer, il va tendre les jambes, il va se tortiller. Donc là, comme c'est pour l'écouter, il ne s'agit pas du tout d'insister. On arrête tout de suite en général. Voilà. Et du coup, on peut se permettre de proposer aussi souvent qu'on veut. Voilà. Bon, pas que ça. Voilà. Il ne faut pas que ça soit une obsession, de toute façon. Il faut vraiment que ça soit naturel. Quoi. Un grand merci pour cette conférence qui nous renforce dans l'idée de continuer. Nous faisons la chenille depuis les 15 jours de Jamila. Elle en a 10 aujourd'hui. 10 mois, je pense. Oui, voilà. Nous sommes facilités, c'est vrai, par le soleil de la Guadeloupe. Ah oui, wow. Mais nous sommes vraiment ravis d'avoir découvert toutes les infos, les outils. Merci. Ouais. 10 mois, effectivement. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, moi, c'était une première tentative, cette vidéoconférence. L'idée, c'était vraiment qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent, où qu'on soit en France, participer à une petite conférence sur l'hygiène naturelle et de se retrouver un peu ensemble. Tous ensemble. Je pense que je referai des petites conférences comme ça, mais un peu mieux maintenant que je maîtrise un peu mieux. J'ai la première expérience, donc ça se passera mieux. Et donc, visiblement, dehors, même à l'ombre, ça ne marche pas. Ouais, il faut être en intérieur. Oui, merci à tous. On reçoit des beaux messages. Au Pérou. On a quelqu'un qui est au Pérou. Génial. Bon, voilà, si vous avez plus de questions, ouais. Et puis on en refera plus tard. Merci Julie. Ouais. Ok, et Karine, toi, t'avais fait ce livre-là, oui, qu'on peut montrer, qu'on doit voir, voilà. T'avais fait ce livre-là, et t'avais écrit aussi, je crois que nous, il nous en reste quelques exemplaires dans Enquête de santé. Oui, exact. Je ne sais plus quel numéro, mais un article dans Enquête de santé, ouais. Et puis, j'en avais parlé... Ah oui, d'ailleurs, je voulais parler de ça. Je ne sais pas si c'est encore là. Si, c'est bon. J'en ai un petit peu parlé dans un article du Chouraf pour faire le lien entre l'alimentation et l'hygiène naturelle, en disant notamment que aussi ce qui peut gêner, des obstacles à la communication autour de l'élimination, c'est certaines intolérances du tout petit, et puis voilà, des choses comme ça. Et tandis qu'à l'inverse, une alimentation qui va être plus en cohérence avec les besoins du tout petit, et ça va vraiment permettre de faciliter la chenille, notamment aussi on peut totalement supprimer les éventuels problèmes de constipation, même si avec la chenille la constipation baisse beaucoup. Les problèmes aussi qui peuvent se poser urinaires, voilà. Donc, il y a vraiment un lien, moi je le vois de plus en plus, il y a vraiment un lien très important entre la nourriture et la façon dont réagissent nos muscles en fait derrière. Et donc il doit être intéressant aussi, je vais mettre le chou brave. Puis, même moi, je veux dire, en tant qu'adulte, je vois que quand je vais une alimentation qui n'est pas adaptée à moi, je vais avoir envie de faire pipi par exemple plus fréquemment, mais surtout ça va être encore plus désagréable, si je veux dire. C'est-à-dire que l'envie, elle est plus pressante. Parce qu'il y a des toxines à l'intérieur. Et du coup, c'est moins serein. Et je pense que si un enfant, il a le temps de sentir que sa vessie est pleine, sereinement, etc., ça va être plus facile aussi pour lui de l'exprimer de manière à ce que le parent comprenne aussi. Ok. Bon, on va fermer la salle et puis on se retrouve une prochaine fois. On essaiera d'être au top et on se réunira à nouveau. Merci à tous et puis je coupe. À
À bientôt.